The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. La audience du Tribunal Penal International pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good morning to Président, bonjour à toutes et à tous, à toutes les personnes présentes dans la salle d'audience et dans les salles adjacentes. Madame la greffière, veuillez citer l'affaire. La greffière d'audience, bonjour. Affaire IT 0992T, le procureur contre Ratko Mladic. Le président, je vous remercie. Madame la greffière. D'après ce que je vois, l'accusation est représentée par messieurs Groom et Matlowski. Je vois que monsieur Mladic est représenté aujourd'hui par maître Ivetic, qui est un membre de l'équipe de la défense. Et la Chambre a reçu l'assentiment de monsieur Mladic. D'après monsieur Mladic, maître Ivetic le représentera aujourd'hui en absence du Conseil. À présent, la Chambre rendra sa décision relative à la requête de la défense aux fins d'acquittement en application de l'article 98 bis. La Chambre a entendu l'exposé de la défense le 17 mars 2014 et la réponse du procureur le 18 mars. Le 19 mars, les deux parties ont présenté des arguments supplémentaires. Pour prendre sa décision, la Chambre a tenu compte de l'ensemble des arguments présentés tant par la défense que par le procureur, ainsi que de l'ensemble des moyens de preuve reçus au dossier de l'affaire à ce stade. Premièrement, la Chambre présentera un résumé succinct de ces arguments. Par la suite, elle examinera ces arguments. Elle donnera un aperçu de l'acte d'accusation et par la suite, elle examinera les moyens de preuve relatifs à l'ensemble des chefs visés à l'acte d'accusation. La défense a fait valoir 4 arguments au titre de l'article 98 bis. Premièrement, la défense affirme que le terme « chef d'accusation » dans le texte de l'article 98 bis a fait l'objet d'une interprétation restrictive par les chambres de première instance, signifiant que les jugements d'acquittement ne pouvaient être rendus que par rapport à des chefs vus dans leur ensemble et non pas par rapport aux allégations ou accusations individuelles ou des événements. La défense fait valoir que la signification précise du libellé de l'article 98 bis doit être déterminée en ayant recours à l'intention des rédacteurs et l'objectif et le but de l'article. D'après la défense, l'objectif et le but de l'article 98 bis est de rationaliser l'affaire en supprimant les allégations qui ne peuvent pas être justifiées, en garantissant que le procès se déroule rapidement et que les ressources de la défense ne soient pas gaspillées. Deuxièmement, la défense demande que les accusations portant sur l'événement de la rivière Yadar, figurant à l'annexe en tant que E1.1, les allégations qui portent sur l'événement de bombardement de Shirokacha du 28 mai 1992, qui fait partie de l'événement G1 figurant à l'annexe, ainsi que l'ensemble des allégations relatives à la destruction de monuments culturels et de lieux de culte énoncés à l'annexe D soient rejetées. Troisièmement, la défense fait valoir que l'accusation n'a pas soumis d'éléments de preuve pouvant justifier une déclaration de culpabilité au titre de l'article 7.3 du statut des crimes commis par une partie tierce ou ne faisant pas partie de la VRS. En faisant valoir cet argument, la défense affirme que le procureur n'a pas identifié de subordonnés sur lesquels il allègue que l'accusé a exercé un contrôle effectif de droit ou de fait. De plus, la défense affirme qu'il n'y a pas de moyen de preuve qui étayerait l'affirmation que l'accusation
que l'accusé, ce que j'interprète, n'a pas exercé le contrôle effectif sur des groupes armés autres que l'armée bosno-serbe, plus loin la VRS, en particulier sur les forces du ministère de l'Intérieur bosno-serbe, plus loin dans le texte le MUP, les Tigres d'Arkane et les Scorpions. Quatrièmement, la défense avance une série d'arguments par rapport au génocide tel qu'allégué dans les chefs 1 et 2, en caractérisant les éléments de preuve présentés par l'accusation comme insuffisants pour satisfaire à la charge de la preuve réduite telle que prévue à l'article 98 bis. Par rapport au chef 1, la défense affirme que dans une affaire concernant la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour internationale de justice, plus loin dans le texte la CIG, a décidé de rejeter les allégations du crime de génocide dans les municipalités sur la base du fait que les éléments de preuve étaient insuffisants de l'intention spécifique afin de détruire le groupe protégé. La défense se réfère également au jugement dans les affaires Stakic, Sikirica, Krajnik et Burjanin, qui comportent des conclusions similaires. En outre, la défense affirme que même si la Chambre s'est vue soumettre des moyens de preuve d'actes criminels dirigés contre les musulmans et les Croates de Bosnie dans les municipalités, les moyens de preuve de ces crimes n'établissent pas que ceux-ci ont été commis dans l'intention génocidaire. Pour ce qui est du chef d'accusation 2, la défense fait valoir que, d'après le témoignage du général Milovanovic sur la directive militaire 7.1, l'accusé n'a pas repris 2 portions décisives de la directive 7 lorsqu'il a émis la directive 7.1. Le premier de ces 2 paragraphes concerne l'instruction de Karadzic selon laquelle la séparation physique complète de Srebrenica et de Žepa devrait être effectuée aussi rapidement que possible. Et la deuxième portion concerne la création d'une situation insupportable d'insécurité totale, sans espoir de survie ou de vie pour les habitants de Srebrenica et de Žepa. La défense affirme que l'accusé, en omettant ces 2 instructions, a montré qu'il ne partageait pas l'objectif commun de commettre le génocide à Srebrenica. À présent, la Chambre passe à l'examen des arguments du procureur. En réponse aux 3 premiers arguments de la défense, l'accusation fait valoir que la défense n'a pas fourni de bonnes raisons pour que la Chambre s'écarte de la pratique bien établie de ce tribunal, qu'elle procède à une analyse de chacun des chefs individuels et examine si l'accusé ne pourrait pas être acquitté d'une partie de ce chef. Qui plus est, l'accusation fait valoir que les éléments de preuve sont suffisants pour maintenir les allégations contestées par la défense. L'accusation présente les moyens de preuve relatifs à chacun des chefs d'accusation visés à l'acte d'accusation, en particulier par rapport aux chefs 1 et 2. S'agissant du chef 1, l'accusation fait valoir que selon les moyens de preuve présentés en 1992, les musulmans et les Croates de Bosnie, dans leur communauté, ont été ciblés pour être détruits et que ceux qui ont survécu la destruction ont été déplacés par la force. De l'avis du procureur, la combinaison des actes physiquement destructeurs et d'autres actes prenant pour cible le fondement des 2 communautés protégées, tels que les déplacements et la destruction des biens ainsi que des monuments culturels et des lieux de culte, a effectivement entraîné leur destruction physique et leur incapacité à se reconstituer. Le procureur fait valoir, en outre, que le fait que la CIG
n'a pas déclaré qu'en 1992, un génocide a été commis en Bosnie-Herzégovine n'est pas pertinent en l'espèce, puisque la CIJ est arrivée à cette conclusion sur la base d'un critère juridique différent et un ensemble de moyens de preuve différents. En outre, le procureur fait valoir que dans l'ensemble des affaires précédemment jugées par ce tribunal, au stade de l'article 98 bis, le chef d'accusation pour génocide dans les municipalités a été maintenu, que ce soit par la chambre de première instance ou par une chambre d'appel suite à l'interjection de l'appel. Or, s'agissant maintenant du chef d'accusation 2, le procureur fait valoir que la directive 7 et la directive 7.1 constituent un tout indivisible, puisque la directive 7.1 se réfère explicitement à la directive 7. Le libellé de ce dernier document, par conséquent, reste valable et important. À présent, la Chambre exposera le droit applicable à ce stade de la procédure. L'article 98 bis du règlement de procédure et de preuve de ce tribunal prévoit comme suit. Je cite. À la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de première instance doit, par décision orale et après avoir entendu les arguments oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef d'accusation pour lequel il n'y a pas d'éléments de preuve susceptibles de justifier une condamnation. Fin de citation. D'après la jurisprudence de ce tribunal, la Chambre doit examiner si des moyens de preuve au vu desquels un juge du fait pourrait raisonnablement être convaincu au-delà du doute raisonnable que l'accusé est coupable, si ces moyens de preuve existent. Par conséquent, si une chambre raisonnable peut être convaincue au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité d'un accusé sur la base des éléments de preuve présentés au sujet d'un chef d'accusation, ce chef doit être maintenu. Des moyens de preuve suffisants doivent être présentés de chaque élément constitutif des crimes allégués et pour un mode de responsabilité en l'espèce. Le critère ne serait pas rempli s'il n'y avait pas de moyens de preuve. Si le procureur a présenté des moyens de preuve, ces moyens de preuve sont dignes de foi, à moins qu'ils ne soient invraisemblables. À ce stade, les moyens de preuve doivent être appréciés à leur valeur maximale pour l'accusation. La Chambre, par conséquent, ne se préoccupera pas de questions de crédibilité ou de fiabilité, à moins qu'un témoin n'est pas crédible ni fiable au point qu'une chambre raisonnable ne pourrait le considérer comme étant crédible ou fiable. À titre préliminaire, avant d'examiner les arguments en substance, la Chambre note un point. Pendant l'exposé de ces arguments au titre de l'article 98 bis, la défense a soulevé une objection sur la forme de l'acte d'accusation, en affirmant que l'accusé est laissé dans l'incertitude concernant les allégations portées contre lui. En particulier, la défense a demandé à la Chambre de se pencher sur, et je cite de nouveau, sur les conséquences lourdes du fait d'inclure un nombre aussi important d'acteurs en tant qu'ayant partagé l'objectif commun à la lumière du manque de précision de l'acte d'accusation. Fin de citation. En application de notre règlement, les requêtes relatives aux vices de forme de l'acte d'accusation doivent être déposées avant le début du procès. Le 13 octobre 2011, la Chambre a rendu sa décision sur une requête de ce type et a rejeté les vices de forme allégués, y compris ceux sur lesquels revient à présent la défense. La Chambre ne reviendra pas sur l'examen de cette question. À présent, la Chambre examinera les arguments des parties.
S'agissant du premier argument avancé par la défense, la Chambre estime que l'article 98 bis en tant que règle de procédure est un corollaire du droit de l'accusé à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ne soit prouvée. La procédure offre plusieurs moyens à l'accusé lui permettant d'exercer ce droit. Et ces moyens ne se limitent pas nécessairement au stade de la fin de la présentation des moyens à charge. L'amendement de cet article en 2004 adapte le champ d'application des décisions au titre de l'article 98 bis, avait pour objectif de rationaliser la procédure dans l'intérêt de l'économie judiciaire. La modification a changé la procédure. On a fait une procédure orale à partir d'une procédure écrite et a déplacé la détermination à être faite des chefs plutôt que des accusations individuelles visées à l'acte d'accusation. La modification de l'article n'a pas eu d'incidence sur le droit de l'accusé à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. C'est dans le jugement final que ce droit sera mis en œuvre. La Chambre de première instance dans l'affaire Hadjic, dans sa décision au titre de l'article 98 bis rendue le 20 février 2014, a présenté un aperçu détaillé de la pratique de ce tribunal par rapport à cette approche du 98 bis qui est fondée sur les chefs d'accusation. En outre, la Chambre note que l'omission de l'accusation à soumettre tout élément de preuve ou des éléments de preuve insuffisants des allégations, au titre des allégations individuelles, a un effet sur l'instance. Dans le cadre de la préparation et de la présentation de ces moyens de preuve, la défense, en effet, se trouvera face à l'insuffisance des moyens à charge par rapport à ces accusations individuelles. La défense n'est pas forcée de dépenser des ressources afin de contester les allégations pour lesquelles elle est d'avis qu'elles n'ont pas été étayées par les moyens de preuve. La défense n'est pas forcée de présenter des moyens de preuve, quels qu'ils soient, à ce sujet. Le procureur doit établir au-delà de tout doute raisonnable que ces allégations ont été prouvées. Si, de l'avis de la défense, les moyens de preuve ne démontrent pas ces allégations, elle peut décider de s'abstenir de présenter des moyens de preuve là-dessus. Et cela peut en particulier être le cas s'agissant des allégations où la défense pense que l'accusation n'a pas rempli les conditions moins strictes qui sont applicables à ce stade de la procédure. Par ces motifs, la Chambre rejette le premier argument de la défense. Dans son deuxième argument, la défense attaque nombre d'événements particuliers, à savoir les meurtres de la rivière Yadar, le bombardement de Shirokacha du 28 mai 1992 et les événements qui figurent à l'annexe D de l'acte d'accusation par rapport à la destruction des lieux de culte. Les meurtres de la rivière Yadar constituent un des événements visés à l'annexe, un des 20 événements visés à l'annexe par rapport à Srebrenica. Le bombardement de Shirokacha n'est même pas particulièrement mentionné à l'annexe G de l'acte d'accusation, mais constitue une partie de l'événement G1 qui reproche le bombardement de la ville de Sarajevo à la date du 28 mai 1992. Les destructions des lieux de culte constituent une partie des 7 actes sous-jacents de persécution pour le volet municipalité de l'affaire. L'autre partie de cet acte sous-jacent concerne la destruction de biens publics et privés. S'agissant de ces contestations très limitées, et à la lumière de l'examen mené par la Chambre de l'article 98 bis et de la pratique de ce tribunal, comme précisé ci-dessus, la Chambre ne se penchera pas davantage sur ces événements dans la présente décision. En plus, la défense a contesté généralement le mode de responsabilité au titre de l'article 7.3 du statut,
Elle affirme que le procureur n'a pas établi que les personnes non membres de la VRS ou que des groupes non membres de la VRS qui auraient prétendument commis des crimes étaient placés sous le contrôle effectif des jurés et de facto de l'accusé. De plus, la défense affirme qu'il n'y a pas de moyen de preuve permettant de penser que l'accusé aurait émis d'ordre criminel, quel qu'il soit, à l'attention des personnes qui auraient prétendument été des auteurs des crimes et par conséquent que le critère de responsabilité portant sur le fait d'ordonner au titre de l'article 7.1 ne peut pas être maintenu par rapport au chef d'accusation visé à l'acte d'accusation. La Chambre renvoie à sa position par rapport aux contestations aux portions de chef d'accusation, comme déjà précisé ci-dessus. De manière analogue, se penchant sur les différents modes de responsabilité par rapport à l'ensemble des chefs d'accusation, il est suffisant que des moyens de preuve susceptibles de justifier une déclaration de culpabilité soit la base d'un des modes de responsabilité. Les contestations de la défense à cet effet sont limitées vu qu'elles portent sur un élément de la responsabilité du supérieur hiérarchique de Mladic, le contrôle de juré ou de fait au titre de l'article 7.3 et le fait d'ordonner au titre de l'article 7.1 et par rapport à un petit nombre de groupes d'auteurs allégués. Par ces motifs, la Chambre rejette le troisième argument de la défense. En outre, la Chambre estime que les contestations avancées par la défense des crimes spécifiques ne s'étendent pas pour constituer une attaque des éléments généraux et des éléments requis, des éléments juridictionnels qui doivent être démontrés au titre des articles 3 et 5 du statut du tribunal. Cela dit, la Chambre estime qu'il existe une obligation au titre de l'article 98 bis d'apprécier s'il y a des moyens de preuve susceptibles d'étayer une déclaration de culpabilité au titre de chaque chef d'accusation de l'acte d'accusation, indépendamment de savoir si la défense a explicitement contesté l'ensemble des chefs d'accusation. Pour faciliter la compréhension, la Chambre fournira tout d'abord un résumé des parties pertinentes de l'acte d'accusation, l'espèce. L'acte d'accusation englobe 7 chefs d'accusation de crimes qui auraient été commis entre mars 1992 et le 30 novembre 1995. Les zones couvertes par l'acte d'accusation comprennent Sarajevo, Srebrenica, Gorazde et les municipalités suivantes de Bosnie-Herzégovine qui sont abordées ensemble à l'acte d'accusation. Banja Luka, Bijeljina, Foča, Ilidža, Kalinović, Ključ, Kotor Varoš, Novigrad, Palais, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Sokolac, Tornovo et Vlasenica. Dans la suite, je mentionnais la partie de l'acte d'accusation qui couvre ces 15 municipalités sous le libellé municipalité. D'après l'acte d'accusation, l'accusé a occupé divers postes au sein de l'armée populaire yougoslave. Dans la suite du texte, la JNA, et plus tard au sein de la VRS. Et il a été commandant de l'état-major principal de la VRS à partir de la date du 12 mai 1992. Les chefs 1 et 2 de l'acte d'accusation reprochent le génocide à l'accusé. Le chef 3 lui reproche la persécution en tant que crime contre l'humanité. Les chefs 4 et 5, respectivement, reproche l'extermination et l'assassinat en tant que crime contre l'humanité. Le chef d'accusation 6 reproche meurtre en tant que violation des crimes et des lois et des coutumes de la guerre, ce que j'interprète en tant que reconnu par l'article commun 3.1
A des conventions de Genève de 1949. Les chefs 7 et 8, respectivement, reprochent l'expulsion et les actes inhumains de transfert forcé en tant que crime contre l'humanité. Les chefs 9 et 10, respectivement, reprochent le fait de répandre la terreur, les attaques illégales sur des civils en tant que violation des lois et des coutumes de la guerre. Le dernier chef d'accusation reproche la prise d'otages en tant que violation des lois des coutumes de la guerre. L'acte d'accusation allègue que l'accusé et d'autres personnes ont participé à une entreprise criminelle globale, ci-après dénommée entreprise criminelle commune, dont l'objectif était de chasser de façon définitive les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie des territoires revendiqués par les Serbes en Bosnie-Herzégovine. Cet objectif a prétendument été réalisé par le biais de crimes commis et reprochés aux chefs 1 et 3 à 8. À titre subsidiaire, cet objectif a été réalisé au travers la commission de crimes reprochée aux chefs 7 et 8, puisque l'accusé a délibérément pris le risque de commettre des crimes reprochés aux chefs 1 à 6, alors qu'il s'agissait d'une conséquence prévisible de la mise en œuvre du dit objectif. D'après l'acte d'accusation, la participation de l'accusé à l'entreprise criminelle commune comprenait le commandement et le contrôle de la VRS ainsi que d'autres éléments des forces serbes et le fait d'encourager la commission des crimes par d'autres membres de la dite entreprise. Cela comprenait également la participation au développement des politiques gouvernementales bosno-serbes et la diffusion de la propagande qui avait pour but de promouvoir l'objectif de l'entreprise criminelle commune, en omettant de prendre les mesures nécessaires pour protéger les prisonniers de guerre et les détenus placés sous son contrôle effectif, ainsi que de donner des instructions visant à restreindre l'aide humanitaire dans les enclaves non bosno-serbes. L'acte d'accusation allègue en outre que l'accusé ainsi que d'autres personnes ont participé à 3 entreprises criminelles communes supplémentaires. L'objectif de la seconde entreprise criminelle commune consistait à répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo par le biais d'une campagne de bombardement et de tirs isolés constitutifs des crimes reprochés aux chefs 5, 6, 9 et 10. L'objectif de la troisième entreprise criminelle commune était d'éliminer les musulmans de Bosnie à Srebrenica par la commission de crimes reprochés aux chefs 2 à 8. L'objectif de la quatrième entreprise criminelle commune était de prendre en otage du personnel des Nations Unies au travers du crime reproché au chef 11. La participation de l'accusé à ces 3 entreprises criminelles supplémentaires comprenait différentes formes de participation à l'entreprise criminelle commune globale. L'acte d'accusation reproche en outre à l'accusé d'être responsable pénalement pour avoir planifié, incité, ordonné et ou aidé ou encouragé les crimes, ainsi que d'engager sa responsabilité pénale en tant que supérieur hiérarchique. La Chambre va maintenant aborder chaque chef d'accusation contenu dans l'acte d'accusation pour voir si ce dernier peut être retenu. Dans sa qualification juridique, la Chambre a adopté et appliqué la jurisprudence constante du tribunal s'agissant de la définition des éléments constitutifs des crimes et des formes de responsabilité reprochées en l'espèce. Dans cette décision, la Chambre va aborder les questions de droit plus précisément seulement dans le cas où ceci est nécessaire pour expliquer davantage les conclusions de la Chambre de première instance.
Les éléments de preuve fort importants présentés à la Chambre et le caractère même de la procédure 98 bis ne permettent pas d'avoir un débat en profondeur sur les éléments de preuve dans le cadre de cette décision. La Chambre a cependant tenu compte des éléments de preuve, a cependant examiné les éléments de preuve dans leur intégralité. Les éléments de preuve précis que la Chambre va citer dans cette décision, par conséquent, constituent une sélection de ce que la Chambre estime comme étant pertinent pour les besoins de cette décision. Pour ce qui est des crimes reprochés, la Chambre a vérifié pour constater si oui ou non les éléments de preuve abordent chaque élément constitutif de chaque crime. De même, la Chambre a vérifié si oui ou non les éléments de preuve répondent à toutes les conditions qui engagent la responsabilité pénale de l'accusé, telle que reprochée dans l'acte d'accusation. Pour finir, pour ce qui est de chaque crime reproché, la Chambre a vérifié si oui ou non les éléments de preuve, même appréciés à leur valeur maximale, peut conduire un juge de fait raisonnable à conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le crime a à la fois été commis et que l'accusé est responsable de ce crime. Je vais maintenant aborder la question des chefs d'accusation. Pour ce qui est des chefs 1 à 3, 5 et 6, des éléments de preuve étayent la commission des crimes qui se sont déroulés pendant la période couverte par l'acte d'accusation dans les municipalités et à Srebrenica. La Chambre va tout d'abord aborder la question des meurtres dans les municipalités relatifs en l'espèce et va se concentrer sur certains faits pour déterminer si oui ou non les chefs peuvent être retenus. Pour ce qui est du point 16.2 de l'annexe B, la Chambre a entendu le témoin RM 066 que le 30 septembre 1992, 4 officiers de police serbes envoyés par le chef du service de sécurité publique ci-après le SJB à Vlasenica sont arrivés dans le camp de Susica. Pendant la nuit, les officiers de police serbes ont appelé 3 groupes de détenus pour qu'ils sortent, chaque groupe comprenant 30 à 40 personnes. Les ont chargés sur un camion et les ont transportés à bord du camion et ils ont quitté le camp. Le témoin a par la suite appris de la bouche de Ilya Yankovic, un officier de police de la SJB de Vlasenica, que la majorité de ces détenus, essentiellement des musulmans de Vlasenica et des villages voisins, avaient été tués. Le témoin a déclaré lors de sa déposition que le camp était une opération conjointe entre la VRS et le MUP bosno-serbe dans la municipalité de Vlasenica. S'agissant du point 5.1 de l'annexe B, la Chambre a reçu des éléments de preuve en vertu desquels, au mois de juillet 1992, le directeur du centre de détention Capedom de Foča, Kornajelac, a rapporté que 469 prisonniers étaient arrivés au centre de détention de Capedom depuis le début de la guerre, dont 459 étaient des musulmans de Bosnie. Ceci figure à la pièce P 4019. Les témoins RM 063 et RM 046 qui ont été détenus dans le centre de détention du Capedom à partir du mois d'avril 1992 et ce pour une période de 6 mois et plus d'1 an respectivement, ont déclaré que chaque nuit, lors de leur détention, un certain nombre de détenus, que l'on faisait sortir un certain nombre de détenus pour les frapper. Le témoin RM63 a déclaré que les passages à tabac étaient effectués par un policier répondant au nom de Dragolub Obrenovic et un certain nombre de gardiens du Capedom. D'après le témoin RM63, les détenus étaient souvent emmenés dans des cellules individuelles
d'où on pouvait entendre des gémissements, des hurlements, des bruits sourds ainsi que des coups de feu. Lors d'un week-end au mois d'août 1992, le témoin RM63 a vu environ 200 détenus que l'on emmenait par groupe du Capédum. Ces détenus ne sont jamais revenus. Pour ce qui est du point 13.1 de l'annexe B, le témoin Safed Tachi, qui a été détenu dans la pièce 2 du centre de détention de Keratem, a déclaré qu'un jour, il a vu sur une table une mitrailleuse et un projecteur portable installés et dirigés vers la porte de la pièce numéro 3, une petite pièce où étaient entassés environ 180 à 200 détenus. Vers minuit, il a entendu des tirs de mitrailleuses après que la porte de la pièce numéro 3 ait été ouverte et que les personnes avaient commencé à sortir. Le lendemain, un soldat a ordonné aux témoins de charger les cadavres à l'intérieur et devant la porte de la pièce numéro 3 sur un camion. La Chambre note que, d'après un fait établi, la mitrailleuse à l'extérieur de la pièce numéro 3 y avait été placée par le personnel de l'armée bosno-serbe le 20 ou 21 juillet 1992. Pour ce qui est du point 8.1 de l'annexe B, le témoin RM 018 a déclaré que le 31 mai 1992, des soldats portant l'uniforme de la JNA l'ont escorté, lui ainsi que d'autres, ainsi qu'environ 70 autres hommes musulmans de Kastovici et de Voici dans une pièce d'une école élémentaire à Velagici. À 23h30, des soldats ont insulté et frappé les hommes et leur ont ordonné de se mettre en rang et face à 2 soldats armés. Peu de temps après, ces soldats leur ont tiré dessus. Le témoin a pu se cacher sous les corps. Le témoin a entendu les soldats parler le fait de se rendre à Lanishté, où était cantonné le corps de Knin, pour aller chercher une chargeuse et un camion pour se débarrasser des corps dans la forêt. Pour ce qui est du point 3.3 de l'annexe A, le témoin Djevat Djaferagic a déclaré que le 10 juillet 1992, vers 5h30 du matin, il s'est réveillé au son de coups de feu tirés par une arme automatique. Depuis sa maison, il a vu un convoi comportant environ 50 à 60 hommes en vêtements civils que l'on conduisait à Cluj, et ce par 8 ou 9 soldats serbes qui portaient des uniformes de la JNA. Le témoin a vu des soldats serbes entrer dans les maisons, faire sortir les hommes et les frapper. À partir de 10 heures du matin environ, des groupes de soldats serbes portant des uniformes de la JNA ainsi que des uniformes de camouflage ont escorté des groupes de 7 ou 8 musulmans jusqu'à une étable d'où il a pu entendre des coups de feu. Vers 18 heures environ, le témoin a vu une pelleteuse jaune et un camion arriver à l'étable et plusieurs soldats serbes non identifiés chargés des corps de l'étable dans cette pelleteuse. Pendant ce processus, un des soldats a dit « C'est ainsi que font les vrais Serbes ». Fin de citation. La Chambre a entendu des éléments de preuve qui précisaient qu'une attaque avait été planifiée et menée par des troupes qui appartenaient à la VRS. Pour ce qui est de tous ces faits, la Chambre a également reçu des éléments médico-légaux qui permettent d'étayer les dépositions du témoin. La Chambre va plus tard déterminer si oui ou non les éléments de preuve
sont suffisants pour permettre à certains chefs d'accusation d'être retenus. La Chambre va maintenant aborder la question de Srebrenica. La Chambre a entendu la déposition du témoin Dražen Erdemović qui a déclaré que dans la matinée du 16 juillet 1995, lui ainsi que 7 autres membres du 10e détachement de sabotage de la VRS ont reçu l'ordre par le commandant du groupe Branjo Gojković de se rendre au QG de la brigade de Zvornik. Depuis là, ils ont été escortés par le lieutenant-colonel de la VRS ainsi que 2 membres de la police militaire du corps de la Drina jusqu'à la ferme militaire de Mranievo. Lors de leur arrivée à la ferme, Erdemović a entendu Gojković parler avec le lieutenant-colonel d'autocar qui arrivait et ensuite Gojković a dit aux témoins ainsi qu'aux autres membres de son unité que les autocars transportaient des civils de Srebrenica, qu'ils allaient arriver et qu'ils devaient exécuter ces personnes. Les autocars ont commencé à arriver, transportant des hommes musulmans de Bosnie âgés entre l'âge de 16 et 65 ans et portant des vêtements civils. Et chaque autocar avait à son bord 2 escortes policières armées du corps de la Drina. Les musulmans de Bosnie du premier autocar avaient les yeux bandés et avaient les mains liées. Les détenus sont allés des autocars au site d'exécution, on les a conduits, où Erdemović et d'autres soldats de la VRS ont reçu l'ordre émanant de Gojković d'ouvrir le feu sur eux. Erdemović a également déclaré que Gojković avait donné l'ordre aux chauffeurs d'autocar de tuer au moins un prisonnier chacun, de façon à ce que ces derniers ne puissent pas témoigner par la suite au sujet de ce qui s'était passé. Plus tard ce jour-là, alors que le dernier autocar transportant des musulmans de Bosnie est arrivé, un groupe de 10 soldats de la VRS de Bratunac a rejoint l'unité du témoin sur le lieu d'exécution. Ces soldats ont frappé et insulté les détenus, les contraignant à prier et à s'agenouiller, et je cite, à la manière musulmane. Fin de citation. Le lieutenant-colonel de la VRS, qui plutôt avait escorté le témoin et les membres de son unité jusqu'au lieu d'exécution, est arrivé à la fin des exécutions et a abordé la question de l'ensevelissement des victimes dans le champ. Erdemović a déclaré que lui, ainsi que d'autres soldats de la VRS, ont participé à l'exécution d'environ 1000 à 1200 hommes musulmans de Bosnie, habillés en vêtements civils, que l'on a fait venir sur le lieu d'exécution à bord de 15 à 20 autocars ce jour-là. La Chambre a également entendu des éléments de preuve des témoins RM 346 et RM 255 qui ont déclaré avoir survécu aux exécutions de la ferme de Branievo. Ces 2 témoins ont déclaré qu'après avoir été capturés et détenus par des soldats, eux ainsi que d'autres détenus musulmans de Bosnie, dont certains avaient les yeux bandés et certains les mains attachées dans le dos, ont été transportés à bord d'un autocar jusqu'à un champ le 16 juillet 1995. Le témoin RM 346 a déclaré que lors de leur arrivée, des soldats serbes ont commencé à insulter les détenus en disant des choses de l'ordre de « Alia ne veut pas de vous, mettez un pied devant », comme les soldats, alors que les soldats emmenaient les détenus et les faisaient descendre des autocars par groupe de 10. Le témoin RM 255 a déclaré qu'un des soldats lui a demandé s'il souhaitait se déclarer serbe pour ensuite être relâché. En réponse à cela, 2 des détenus ont ensuite dit qu'ils étaient serbes. Mais non, on ne les a pas fait sortir du rang. Les détenus ont été menés dans une région
ou dans un endroit où ils ont été alignés entre des cadavres qui gisaient déjà sur le sol. On leur a ordonné de tourner le dos et de s'allonger par terre, et ensuite un groupe de 10 soldats a commencé à tirer sur les détenus. Après avoir survécu aux exécutions, les témoins RM 255 et RM 346 gisaient sans bouger parmi les cadavres en écoutant ce qui se passait de façon répétée pendant toute la journée. Les soldats sont revenus à de multiples reprises avec des groupes de détenus, ont ordonné aux détenus de s'aligner, leur ont tiré dessus, leur demandant si quelqu'un était toujours en vie, et tuant ensuite toute personne qui répliquait. Le témoin RM 255 a également déclaré qu'à 2 reprises, il a entendu que les soldats faisaient des déclarations au sujet du fait qu'ils commettaient un génocide. Une fois, alors qu'on le menait sur le lieu d'exécution, et une autre fois, après son évasion, alors qu'il se cachait non loin de là. La Chambre va plus tard déterminer si oui ou non les éléments de preuve sont suffisants pour permettre à certains chefs d'accusation d'être retenus. La Chambre de première instance va maintenant exposer certains éléments de preuve portant sur les viols et traitements inhumains et cruels relatifs aux municipalités en l'espèce. La Chambre a également entendu des éléments de preuve se rapportant à un nombre très important de viols commis à différents endroits dans la municipalité de Foča. Pour les besoins de cette décision, la Chambre de première instance examinera particulièrement les éléments de preuve entendus relatifs à la maison de Karamans et exposés au point 6.2 de l'annexe C de l'acte d'accusation. Les témoins RM70 et RM48 ont déclaré que vers le 3 août 1992, eux ainsi que d'autres jeunes filles ont été emmenées par un soldat de Pero Eles et les soldats de Dragan Kunarac, alias Jaga, à Miljevina, dans la municipalité de Foča. Le témoin RM70 a déclaré que la fille la plus jeune dans la maison de Karaman avait 12 ans. Dans la soirée, des soldats du groupe de Pero Eles ont violé une des jeunes filles ou plusieurs jeunes filles, et les soldats avaient pour habitude de frapper les jeunes filles régulièrement si elles refusaient d'obéir aux ordres. Le témoin RM70 a déclaré que Pero Eles a violé toutes les jeunes filles une fois ou 2 fois. Le témoin RM48 a déclaré qu'elle a appris qu'Eles était le commandant d'un groupe de soldats sous le commandement de Marko Kovacs, à propos duquel la Chambre de première instance a entendu des éléments de preuve, à savoir qu'il était commandant de la brigade de la VRS entre le mois de mai 1992 et ce jusqu'à la fin de l'année 1994. Vers la mi-août 1992, le témoin RM48 a été emmené de la maison de Karaman vers une maison d'un soldat serbe où elle a été violée jusqu'à sa remise en liberté en juillet 1993. À ce moment-là, le soldat a emmené le témoin à une célébration où Mladic s'est approché d'eux en demandant au soldat si le témoin était, je cite, sa fille d'Herzégovine. Mladic, fin de citation. Mladic s'est ensuite tourné directement vers le témoin et lui a demandé si, et je cite, c'était mieux que dans l'état d'Alia. Fin de citation. Le témoin a déclaré que c'est ce qui l'a porté à croire que Mladic était au courant de jeunes filles que l'on retenait comme esclaves sexuelles. D'après le témoin RM48, il n'y avait pas de femmes ou de jeunes filles musulmanes qui vivaient librement à Foča à l'époque. La Chambre note qu'un des carnets de Mladic, la pièce P359, consigne les noms de 2 jeunes femmes que les représentants officiels
de Bosnie-Herzégovine recherchées et à propos desquelles des témoins ont témoigné pour dire que celles-ci étaient retenues à Foča comme esclaves sexuelles. La Chambre de première instance a entendu un nombre très important d'éléments de preuve portant sur le traitement cruel et inhumain de personnes détenues dans les camps dans les municipalités. Pour les besoins de cette décision, la Chambre ne va examiner que les camps de Karaterm et d'Omarska de la municipalité de Prijedor, cités au point 15.2 et 15.3 de l'annexe 3 de l'acte d'accusation, et le camp de Manjača dans la municipalité de Banja Luka, cité au point 1.2 de l'annexe C. Concernant le camp de Karaterm, Safet Tachi a déposé sur sa détention dans la pièce numéro 2, dont les dimensions étaient à peu près 10 sur 12 mètres, où il faisait très chaud, où les conditions d'hygiène étaient mauvaises et où étaient entassés un grand nombre de Croates et de musulmans. Nombre d'entre eux avaient été roués de coups. Le témoin a déposé, disant qu'à une occasion, un homme surnommé Ducha est entré dans la pièce numéro 2, a cité les noms de 2 détenus qui étaient frères et les a forcés à s'asséner des coups mutuellement, et ce, de manière très intense. D'après les faits jugés, le camp de Karaterm était détenu jusqu'à 1500 prisonniers entassés dans un certain nombre de pièces sans éclairage. C'était des grandes salles ou des pièces où il était extrêmement chaud l'été et il n'y avait pas de fenêtres ni de ventilation. Ces prisonniers étaient enfermés dans ces pièces pendant des jours, entassés. Les détenus avaient l'autorisation de se rendre aux toilettes uniquement une fois par jour. Les détenus avaient des poux et la dysenterie était fréquente. Aucun soin médical n'était prodigué. Les détenus souffraient de sous-alimentation, de famine, et ils étaient roués de coups à leur arrivée. Par rapport au camp d'Omarska, le témoin Nusret Sivac a déposé en disant qu'il a été emmené au camp d'Omarska à la date du 20 juin 1992. À son arrivée, lui et d'autres prisonniers ont été violemment frappés par des membres d'une section d'intervention, y compris Murgia et Zoran Babic. À une occasion, l'ensemble des détenus du camp ont été roués de coups à partir du tôt dans la matinée jusqu'à tard dans l'après-midi. L'équipe de service, dont le chef était Mlado Radic, alias Kirkan, a fait installer une double aide de gardiens, aidés par des gardiens faisant partie d'autres équipes. Les témoins ont vu des gens crier et tomber par terre, partout, pendant que les gardiens les frappaient avec des battes de baseball et des chaînes de métal garnies de boules. Un gardien a frappé le témoin sur sa tête à l'aide d'une chaîne de métal garnie de boules, et après cela, le témoin s'est évanoui. D'après les faits jugés, il est arrivé que jusqu'à 200 personnes soient détenues au camp d'Omarska dans une pièce de 40 mètres carrés, et 300 prisonniers se sont trouvés enfermés dans une petite pièce. Certains prisonniers ont passé du temps entassés ensemble dans les toilettes. Dans les toilettes, les prisonniers étaient entassés de telle sorte qu'ils se trouvaient les uns sur les autres, et souvent il a fallu qu'ils s'allongent dans les excréments. Nombre de prisonniers enfermés dans la maison blanche de l'ensemble de détention d'Omarska n'ont pas reçu de nourriture pendant leur détention. Certains prisonniers ont perdu de 20 à 30 kilos pendant leur détention à Omarska, et d'autres en ont perdu considérablement plus. L'eau potable à Omarska a souvent été refusée aux prisonniers pendant de longues périodes, et l'eau qui a été donnée aux détenus n'était pas appropriée à être consommée par les êtres humains.
Et les prisonniers avaient à attendre pendant des heures avant de recevoir l'autorisation de se rendre aux toilettes. Et parfois, ils risquaient de se faire rouer de coups s'ils demandaient de se rendre aux toilettes. Il n'y avait pas d'installation sanitaire. Les maladies de la peau étaient fréquentes, ainsi que des crises aiguës de diarrhée et de dysenterie. La Chambre de première instance s'est vue soumettre un grand nombre de rapports détaillés envoyés aux responsables de la VRS et portant sur le traitement inhumain dans les camps. Dès la date du 22 juin 1992, l'équipe opérationnelle qui a mené les interrogatoires des détenus au camp de Maniacha a envoyé des rapports journaliers au commandant du premier corps de la Krajina, Talic, portant sur le traitement des prisonniers au camp de Maniacha, de Banja Luka. Le 1er juillet, un rapport précisait, et je cite, que plus de 95% des prisonniers sont des musulmans. Fin de citation. L'équipe opérationnelle a demandé instamment à Talic de rappeler au commandant de la police militaire du camp, et je cite encore, que ce n'est pas une maison de torture, fin de citation, que les prisonniers étaient, et je cite, maltraités, qu'ils étaient roués de coups et qu'ils étaient humiliés à l'extrême, fin de citation, que les policiers du camp frappaient les prisonniers à leur gré, mais qu'il était difficile de mettre fin à ce comportement puisque le commandant de la sécurité du camp disait souvent devant les soldats que les prisonniers, et je cite, devraient tous être tués. Fin de citation. Le 22 juillet 1992, un rapport journalier faisait état du fait que c'était la première fois que l'équipe opérationnelle avait vu un groupe de détenus amenés au camp, et je cite encore une fois, intact, à savoir qu'ils ne portaient pas de marque de sévices. Fin de citation. Après la pause, la Chambre commencera à apprécier si les chefs d'accusation 1, 3, 5 et 6 doivent être retenus pour ce qui est des faits incriminés en l'espèce. Nous reprendrons à 11 heures.